bring you gladness, and you will learn. While I'm away, you must pray for my return. Smile for me, if only for the moment. Il s'est écoulé beaucoup de temps puisque j'ai repéré, comme je suis rédacteur dans une agence de presse, j'ai repéré des dépêches sur ces affaires-là il y a une douzaine d'années déjà. Et j'ai accumulé pas mal d'informations, de documents, j'ai fait pas mal de lectures. Et petit à petit, ces affaires évoluaient, donc s'enrichissaient et me paraissaient constituer une trame de plus en plus féconde pour écrire un jour. C'est venu, disons, essentiellement quand je suis arrivé en 2012 à la Villa Kujoyama à Kyoto, où j'ai eu la chance de passer 4 mois et où j'ai pu faire des rencontres, aller dans des endroits où des Japonais avaient été kidnappés. Ensuite, je suis allé en Corée, donc tout ça m'a familiarisé davantage avec ces sujets. Et le véritable déclencheur de ce livre, le moment où je me suis dit que ce livre allait se faire, c'est quand j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui allait devenir un des personnages, en l'occurrence de son vrai nom, le sergent Jenkins, américain, GI, qui avait déserté entre les deux Corées, donc, qui devient un personnage de ce roman. La rencontre était tellement forte, bouleversante pour moi, que en sortant de cette rencontre sur son île où il vit au Japon, je me suis dit, cette fois, je sais que le livre se fera. Je pense que le cerveau humain fonctionne un peu comme un tamis. Sur la base de tout ce qu'il a en tête, il va faire une sélection qui va se faire naturellement. Et ce qui est important, c'est pas ce qu'on oublie, mais presque, c'est-à-dire ce qui reste, mais qui n'est pas forcément, pas nécessairement de l'ordre du conscient, de l'évident. Et c'est toute cette imprégnation que je cherchais en allant sur les lieux, tout comme je me servais beaucoup d'impressions qui viennent du fait d'avoir regardé, je ne sais pas combien de dizaines, peut-être des centaines de films coréens et japonais, et d'avoir lu énormément aussi de romans de ces littératures-là. Finit par rester une sorte de substrat qui là est intéressant pour travailler, pour écrire. Beaucoup, puisque d'ailleurs dans le journal que j'ai tenu, maintenant malgré Fukushima, je raconte les petites péripéties pour essayer de contacter des Japonais qui ne souhaitaient pas en parler, etc. Et toutes les recherches que je faisais, les moments de découragement. Voilà. Je crois que c'est le genre de sujet où la documentation et Google Earth ne suffisent pas, franchement. Si on ne veut pas faire uniquement du POC, du superficiel, il faut aller au contact du terrain, du matériau sur lequel on va travailler. Ça m'a paru essentiel. Puis c'est passionnant de faire des recherches, d'écrire sans écrire, c'est-à-dire être déjà dans l'idée d'un livre qu'on va faire et de se l'approprier avant même d'avoir commencé à l'écrire. Moi j'ai écrit aussi des romans sans être allé dans certains coins. Et dans ces cas-là, je parlais de... Je ne suis pas allé d'ailleurs en Corée du Nord. Ah, oui, je suis dans les deux. Mais pour moi, c'est pas un roman qui se passe en Corée du Nord. C'est très bizarre. Les gens me parlent de Corée du Nord et moi je parle de Japon, de japonais. Voilà. Et donc, je l'ai écrit pour moi dans l'esprit de la tragédie, de la destinée essentiellement de japonais. Il y a une coréenne aussi, et il y a un américain,
Et je suis allé en Corée du Sud pour m'imprégner d'un tas de choses, de la culture coréenne. Non, mais j'ai eu la chance, grâce à mon travail en agence de presse, de tomber sur deux affaires. Donc celle, le fait divers qui m'avait permis d'écrire Nagasaki il y a 6 ans. Et aujourd'hui, toutes les affaires, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui se mêlent dans l'équipe japonaise, qui m'ont permis d'écrire ce roman. C'est un peu le fait du hasard. Après, évidemment, le fait que j'aime aller beaucoup en Asie et que j'aime y retourner et que ça me nourrisse, ça me permet de continuer les séjours, les continuer en France quand je ne peux pas y être, joue un rôle important. Évidemment, l'écriture prolonge un état d'être qu'on est dans les voyages. Ça, c'est important. C'est une façon de tirer la couverture asiatique vers moi, vers plus longtemps. Mais je sais pas, si dans 2 ans, 3 ans, un nouveau sujet, un nouveau fait divers situé en Asie me bouleverse, comme ça a été le cas, je ne cracherai pas dessus, mais là, le prochaine idée que j'ai n'a rien à voir avec l'Asie, et plutôt centrée sur l'Europe, sur l'Angleterre. Ouais. Peu importe, mais enfin, c'est pas une obligation. Je pense que ça reviendra sous une formule, sous la forme de récit de voyage. Comme je fais pour d'autres romans maintenant, il y a une phase d'abord de recherche, si elle est nécessaire, et une fois que j'ai tous les matériaux en tête, que j'ai lus, je réfléchis à un plan. Et ça, c'est une phase d'écriture pour tester la solidité de ce que je vais faire. Et ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, pour Eclipse japonaise, je sais pas, je crois que j'ai réfléchi pendant 3 mois avant d'avoir un plan avec lequel j'étais tout à fait d'accord. Et je n'écris ensuite que lorsque je suis profondément d'accord avec une architecture et que j'ai à peu près tous les plans en tête. C'est un peu mes storyboards pour un cinéaste. J'ai déjà les lieux en tête, les têtes de mes personnages. Le fait de travailler aussi, de façon aussi approfondir un plan, libère totalement ensuite pour l'écriture et puis pour la sérénité de l'écriture. J'écris dans un état bien meilleur à celui où je serais si je devais échafauder jour après jour le chemin défriché où je vais aller et naviguer trop à vue, ça se sent ensuite à la lecture. Donc je préfère m'accorder vraiment, mais quitte à passer 2-3 mois sur un plan précis, et quitte à le modifier éventuellement si quelque chose, si une nouvelle idée me vient qui est intéressante. Mais en général, j'en varie assez peu. Assez peu, ce qui permet des architectures assez complexes, et où je sais quand tel personnage secondaire va apparaître. Au début, pour moi, elle n'est pas si compliquée. Au début, c'est une course de relais. Un personnage secondaire d'un chapitre va devenir le personnage principal du chapitre suivant. Et il y aura dans son orbite un personnage secondaire qui deviendra le personnage principal du chapitre suivant. Et dans une autre partie, c'est plutôt une enquête menée par essentiellement un journaliste, mais voilà, qui va passer le flambeau ensuite à la famille, etc. Voilà. D'autres rencontres, oui, mais pas de personnes qui seraient des personnages. Mais des personnes au fait de ces affaires, oui. Oui, c'est ça, des journalistes par exemple, effectivement. Mais pas d'autres personnages, et c'était plutôt bien. Ça laissait plutôt l'imaginaire en mouvement, et ça,
Voilà, c'était ce qui était important, c'est qu'il y a encore des zones blanches ou grises où c'était au travail de romancier de compléter. Voilà. Toute la difficulté, mais quel que soit le personnage, c'est de percevoir qu'ils ne sont pas réels. Ils sont devenus des personnages de roman, c'est-à-dire que leur existence n'est qu'un point de départ. Et quel est leur rapport à la littérature? Est-ce qu'ils sont capables, vu l'intensité de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, de se mettre à distance et pour lire ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas une bonne chose qu'ils lisent ce livre, quoi. Mais n'importe comment, les personnes existantes ont du mal à faire la distance avec la littérature, enfin entre le réel et la fiction. Il faut s'approprier les personnages et c'est pour ça que moi j'en ai fait des personnages en leur donnant un psychisme que je voulais, en les travaillant comme des personnages que j'imaginais. Voilà, ils sont devenus mes choses, vraiment, c'est pas... En empruntant effectivement parfois pas mal dans ce que je connaissais des uns et des autres, mais après, voilà, ça y est, je décide d'être romancier, d'être dans la fiction, c'est pas du journalisme, hein, c'est un parti pris clair et net. Et ce qui est un cliché, ça serait le journaliste qui va être lâché une après-midi dans Pyongyang et qui va nous filmer inévitablement la policière avec ses gestes mécaniques d'androïde, qui va filmer toujours les 2-3 mêmes lieux, qui va rapporter les mêmes images parce qu'on ne lui en a pas montré d'autres, et parce qu'il n'a pas le temps, oui, parce qu'il a eu la flemme intellectuelle d'aller chercher autre chose. Mais ce ne sont pas des clichés, les rapports que j'ai lus en anglais, rédigés par des transfuges ou par des exilés coréens, qui parlent des camps de concentration et qui, dans les faits, sont des goulags d'extermination. Ce ne sont pas des clichés, le Songbun avec les 100 ou 110 castes sociales qui ont été créées par la Corée du Nord. Ce ne sont pas des clichés non plus, les politiques d'enlèvement qui ont été dictées par Kim Jong-il vers les années 76-77. Ce sont des directives très claires et nettes. Ce sont des transfuges nord-coréens, des espions nord-coréens, soit capturés, soit transfuges, qui l'ont raconté. Alors qu'il y a une part de propagande du Sud dans certaines affaires, il faut toujours se méfier, effectivement. Mais je pense pas être tombé dans des pièges. J'avais fait relire le manuscrit par traducteur japonais avant parution en France pour qu'il voit si tout était incohérent, tout ça, voilà. Je l'ai fait lire à des Coréens du Sud qui n'ont pas signalé quoi que ce soit de particulier. Après, moi, ce qui m'a beaucoup servi pour parler de la société nord-coréenne, évidemment il y a ses spécificités, mais c'est d'avoir bien connu à une époque, c'est l'Albanie stalinienne. Les rouages du totalitarisme stalinien sont globalement les mêmes d'un pays à l'autre. Disons qu'il y a pas mal de choses communes. Après, il y a des spécificités à la Corée du Nord, la culpabilité par association qui est poussée à un certain degré, etc. Et ce système de casse sociale qui fait que tout le monde ne peut pas habiter dans la capitale, par exemple. Après, bon, quand on se documente, il faut sélectionner ses lectures. Il faut essayer il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, ça on peut assez vite le repérer. Bon, ça c'est aussi mon travail de journaliste qui m'aide à faire le tri initialement de ce qui est à éviter, de ce qui... Bon voilà, ça fait longtemps que la Corée du Nord m'intéresse. Il ne faut pas faire non plus dans l'exotisme, mais ça c'est pareil quand j'écris sur le Japon. Et la Corée du Sud aussi, alors c'est délicat, mais tout ça... Je me dis, qu'est-ce qu'un Coréen pourrait raconter, qu'est-ce qu'un Japonais pourrait raconter s'il prenait la parole? Et qu'est-ce qu'il ne raconterait pas, surtout? Eclipse,
l'éclipse, le principe de l'éclipse, c'est la disparition d'un objet, enfin, un corps céleste derrière un autre, pendant une période donnée. Et ça implique aussi réapparition. Et dans le cas de ces disparitions, certaines, enfin dans le cas des personnages qui sont incarnés dans ce livre, il y a dans plusieurs des cas réapparition, longtemps plus tard, mais réapparition. Voilà. C'est pour ça que le mot éclipse me paraissait approprié pour parler de ces disparitions particulières, puisque le Japon a réussi à obtenir au début des années 2000 le rapatriement de cinq de ses citoyens ressortissants qui avaient été kidnappés 25 ans plus tôt. Jouer sur pièce en temps voulu sur la qualité des lecteurs, mais je ne les connais pas pour l'instant et c'est bien d'avoir la surprise. Après, j'ai eu pas mal d'adaptations radiophoniques par exemple, de lectures comme ça devant un théâtre. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une lecture particulière, hein, parmi d'autres qu'on pourrait faire d'un texte. Et je pense que dès qu'un texte est publié, enfin est dans le domaine public, un roman devient une auberge espagnole et chacun en fait sa propre lecture. Moi j'avais entendu par exemple en fiction radiophonique, mais c'était purement une lecture, Michael Lonsdal lire une de mes nouvelles pour France Culture et il m'avait fait voir à moi des aspects de mon texte. Évidemment, j'en étais l'auteur et tout ça avait été écrit consciemment, mais il y a toujours une part plus ou moins inconsciente dans ce qu'on écrit et qui mettait en relief, lui, une sorte de drôlerie à laquelle je n'avais pas été sensible quand j'avais écrit. Enfin, quelque chose d'un peu involontaire et ça m'avait beaucoup troublé. Et de la même façon, moi il y avait des grands textes de littérature à côté desquels j'étais passé en lisant et que des bons lecteurs comme Laurent Terzieff m'ont fait découvrir en les écoutant. Voilà. J'ai redécouvert certains livres que j'avais trouvés ennuyeux ou pas fait pour moi. Et donc la lecture a une vraie fonction elle capte l'attention, la voix permet de montrer des morceaux de la phrase ou des pans du sens que l'œil enjambe, enfin si l'œil peut enjamber, saute. Et ça c'est la vertu de ces lectures. Mais on ne peut jamais juger avant. Ça m'arrive, on est sollicité de plus en plus et j'aime mieux qu'avant, mais je préviens toujours que je ne suis pas lecteur professionnel et que c'est ma lecture, c'est pas la lecture absolue, c'est pas écouter l'auteur lire son texte, ce n'est pas la seule lecture possible. Vous aurez affaire à des Coréens qui parlent déjà un japonais excellent. Ce que vous aurez à, lui avait expliqué la femme dans le bureau froid. Qui étaient ces élèves? Ils avaient dans les 20 à 25 ans, pour la plupart, ils portaient tous l'uniforme. Pour le reste, elle ignorait tous deux et se gardait de poser la question. Effectivement, ils parlaient un japonais étonnamment bon, si bien que le premier jour, elle n'avait trop su que faire d'eux. Que voulez-vous apprendre? Qu'avez-vous besoin de savoir? Elle les avait interrogés en toute humilité. Quand ils lui avaient précisé ce qu'ils attendaient, elle en était restée muette. Si sa vie n'avait pas été d'une telle tristesse, elle aurait éclaté de rire. Pendant les premiers cours, ils voulurent l'entendre parler de sa petite enfance. Ils l'écoutaient en prenant des notes, et Naoko se demanda ce qu'ils pouvaient bien trouver là d'instructif. S'ils étaient ethnologues ou sociologues, pourquoi porter l'uniforme? Ils insistaient pour qu'elle leur apprenne des berceuses.
Elle avait oublié bien des paroles, mais se pliait à leurs demandes. Devant ces femmes et ces hommes en tenue kaki, elle fredonnait d'une voix hésitante ce qui lui revenait en mémoire. Il semblait boire ses paroles. Nenen koro rio, okoro rio, boyawa, yoikoda nene shina. Le plus sérieusement du monde, il répétait après elle les chansons jusqu'à ce que ça rentre. Il buvait son enfance. Était-elle tombée dans un asile d'aliénés? Chantait-il avec le plus grand sérieux, comme si leur sort en dépendait, comme s'ils mémorisaient là un message crypté. Et tout en détaillant leurs uniformes, Naoko songea un jour qu'elle était peut-être en train d'apprendre des comptines à des tueurs.